Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une réunion publique de Michel Pinard, qui anime Projet Marseille 2020. Alors il va nous expliquer une bonne partie de son programme tout à l'heure. Et nous allons demander à quelques personnes qui ont rejoint Projet Marseille 2020 de nous expliquer les raisons de leur choix. Alors Nicolas, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as rejoint Projet Marseille 2020 ? Bonsoir à tous et merci d'être venus déjà ce soir. Alors pourquoi j'ai décidé de rejoindre Projet Marseille 2020 ? Tout simplement parce que j'en ai assez de la situation de la ville de Marseille et j'ai été déçu de son évolution au cours des dernières années. J'aime Marseille, j'aime cette ville, je suis passionné par la ville, mais j'ai constaté, comme tout le monde je pense, l'ensemble des problèmes rencontrés dans cette ville, la pollution, l'insalubrité, l'insécurité, l'incivisme, des règles d'urbanisme qui sont disparates, incohérentes parfois à la tête, l'absence de considération écologique dans les décisions politiques. J'ai 39 ans et j'ai quasiment connu qu'une seule et même politique au cours de ma vie. Un quart de siècle de la même politique, et il est donc difficile de trouver un repère, un point de comparaison pour savoir si, avec une autre politique, on aurait pu avoir mieux ou on aurait fait moins bien que celle qu'on a connue. Mais je pense qu'il suffit d'aller voir ailleurs, pas très loin, en France, dans d'autres villes, pour constater qu'il y a eu de meilleures évolutions dans d'autres villes de France. Et je pense sincèrement que Marseille n'est pas réellement entrée encore dans le XXIe siècle. Comme beaucoup de personnes de ma génération, je me suis souvent posé la question de savoir s'il fallait encore vivre à Marseille, ou si pour moi, pour mes enfants, il valait mieux aller sortir de Marseille, vivre en périphérie, voire dans d'autres villes limitrophes. D'ailleurs, je constate que certains élus actuels l'ont déjà fait et vivent en dehors de Marseille, ce qui ne montre pas forcément le bon exemple pour les autres concitoyens. Et d'ailleurs, je pense que de manière générale, certains élus, parfois, font malheureusement passer leurs intérêts personnels au-dessus de l'intérêt collectif. Aujourd'hui, je pense que nous devons faire un choix qui est un choix important. Nous sommes face à un choix qui va décider au cours des 6 prochaines années de notre cadre de vie, de la manière dont nous allons vivre tous les jours, de la direction que nous allons prendre pour la ville de Marseille. Et 6 ans, c'est une durée très très longue. Je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir. Je pense que si nous ne changeons pas de politique, nous allons malheureusement dans le mauvais sens et que la situation va se dégrader. J'ai donc choisi de rejoindre Michel Pinard parce que j'estime que les propositions qu'il a faites sont des propositions intelligentes, logiques, qui sont des propositions qui sont réalisables dans des délais très courts, et aussi des propositions qui vont modifier en profondeur la mentalité des Marseillais sur la durée. Je pense aussi que c'est une bonne chose d'avoir une formation qui soit sans étiquette politique, car je pense que les clivages gauche-droite aujourd'hui, surtout pour la ville de Marseille, ça n'a plus aucun intérêt. Ce sont des clivages qui sont totalement obsolètes. Et nous sommes tous dans la même situation, nous avons besoin de décisions fortes pour notre ville. Et je crois sincèrement, il va vous les expliquer plus en détail tout à l'heure, que Michel Pinard a les solutions pour nous aider à inverser la tendance et faire en sorte que Marseille soit une ville vraiment importante en France. Pas simplement sur le nombre d'habitants, mais de manière générale, être là vraiment une ville qui soit importante en France, en Europe, dans le monde. Et je pense que c'est une décision importante. Le projet de Michel Pinard m'a tout de suite plu, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir à ses côtés. Merci. Merci Nicolas pour votre intervention. De France, quand j'ai trouvé un flyer de Michel Pinard et du groupe Projet Marseille, et je suis allée visiter Internet ou surfer selon mon âge, voilà, et je me suis rendu compte que les objectifs
du projet Marseille, ainsi que les actions qui étaient proposées, étaient vraiment en adéquation avec mes attentes. Voilà pourquoi j'ai rejoint le groupe Projet Marseille et ce serait bien que plusieurs personnes fassent de même. Je vous remercie. Alors Michel. Tu fais comme tu veux, comme tu veux. Michel, les Marseillaises et les Marseillais ne connaissent pas trop. Et dans la presse, on voit marqué l'inconnu, un inconnu à Marseille. Alors, la question que se pose tout le monde, est-ce que vous avez fait votre carrière ailleurs en oubliant Marseille, en ne revenant pas à Marseille pendant 40 ans? Et puis, un jour, en vous rasant, comme quelqu'un de célèbre, vous avez dit, tiens, je vais devenir maire de Marseille. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Non, pas exactement. Vous imaginez bien. Bon, d'abord, je voudrais remercier Nicolas Jolakian, Fabrice Solier et Gavigo qui ont voulu dire du bien de moi. Je remercie aussi Valérie Lannes qui a accepté d'animer cette réunion. Effectivement, au terme d'une quarantaine d'années de carrière diplomatique où j'ai eu la chance d'occuper, la chance et l'honneur d'occuper quelques fonctions intéressantes au service de la France et de ferrailler pour les intérêts de notre pays contre d'autres collègues qui travaillaient eux pour d'autres pays. Au terme de cette carrière où j'ai été entre autres en fin de carrière consul général de France à Tunis au moment du printemps arabe, ambassadeur à quelques reprises, en rentrant de Washington, j'ai fait le choix de revenir dans cette ville qui est la mienne. Mes parents y avaient ouvert une petite chemiserie rue d'Angoulême en 1950, 4 ans avant ma naissance. J'ai fait le choix de venir ici avec mon épouse, nos enfants, et j'en ai 6 au total, d'ailleurs, je le rappelle. Et j'ai tout naturellement atterri dans le 6e arrondissement, qui était mon arrondissement. Et puis, c'était il y a 15-18 mois, j'ai observé la ville, que j'avais suivie de manière régulière, parce que j'avais ici ma famille, des amis, etc. J'ai observé cette ville, j'ai écouté les gens parler de cette ville, et j'ai été impressionné par le nombre de gens qui se plaignaient, par le nombre de gens qui disaient « moi, si j'avais l'argent, si j'avais les moyens, je partirais d'ici », par le nombre de gens qui le faisaient. Et à un moment donné, alors que je n'avais pas du tout prévu de m'engager là-dedans, j'ai décidé qu'il fallait s'y coller, en quelque sorte, il fallait s'y mettre, il fallait essayer de faire quelque chose pour que notre ville corrige sa trajectoire. Notre ville, on l'a dit, est malade. Et vous connaissez tous les mots de cette ville. Nous savons très bien ce qu'il en est. C'est une politique qui est en fait une politique héritée de la Troisième République, de la Troisième qui est normalement morte en juillet 1940 partout, sauf à Marseille. À Marseille, elle a survécu 80 ans. Elle a survécu 80 ans en mettant en place un système de clientélisme, de copinage, de contre-soi, de réseau, de contrats plus ou moins avouables. Bref, un système politico-mafieux qui a pour effet d'empêcher Marseille d'être ce que devrait être la deuxième ville de France, et qui a pour conséquence d'empêcher les Marseillaises et les Marseillais d'avoir la qualité de vie qu'ils devraient avoir, et que l'on peut observer d'ailleurs dans de multiples autres villes de notre pays. Donc, en réfléchissant un petit peu à cette situation, et à ce qu'il y avait lieu de faire, j'ai identifié 3 domaines d'action. Et ce n'est pas que j'ai des lumières particulières, même si j'en ai une en plein dans les yeux, ce n'est pas que j'ai des lumières particulières, c'est que tout le monde peut faire ce constat. Il y a un problème qui est un problème de salubrité générale de la ville, il y a un problème qui est un problème de sûreté dans notre vie quotidienne, et il y a un problème que j'ai qualifié de convivialité, je vais vous dire pourquoi. Quelques mots sur la salubrité. La salubrité à Marseille, ça veut dire en premier lieu la salubrité du logement. Parce que le logement insalubre, mesdames et messieurs, est le seul dossier relevant de la responsabilité du maire où il est question de vie ou de mort. Parce que quand un immeuble s'écroule, les Marseillais qui sont dedans reçoivent le toit sur la tête et ils restent. La salubrité du logement. La salubrité des écoles. Vous savez que nous avons 470 écoles qui relèvent de la municipalité. Il y en a 80 à 100 qui sont en mauvais état. Une bonne trentaine en très mauvais état. On a envisagé un partenariat public-privé de l'ordre d'1 milliard. Il a été retoqué fort heureusement.
Vous savez ce que c'est 1 milliard pour ce nombre d'écoles, pour une trentaine d'écoles? Ça veut dire à peu près 25 millions par école pour une rénovation d'écoles primaires, 25 millions. À Paris, 14e arrondissement, on construit un groupe scolaire, un collège pour 11 millions d'euros. Trouvez l'erreur. Qui s'en met dans la poche? Ce n'est pas que Marseille manque de l'argent, c'est que l'argent des Marseillais et que l'État ne va pas toujours là où il doit être. Donc, la salubrité, ce sont des choses extrêmement concrètes. On parle par exemple d'écologie, mais c'est une écologie appliquée que nous voulons. Je vous en donne un exemple. Les citoyens savent très bien où on pourrait planter des arbres dans cette ville. Ils vivent dans leur quartier, ils le connaissent, ils connaissent le quartier où ils travaillent. Ils savent où on pourrait mettre des arbres. Il n'y a pas besoin d'imaginer je ne sais quelle forêt urbaine à la place de l'hippodrome de Borély, n'est-ce pas, là où le sol précisément est loin de sel et ne permet pas aux arbres de pousser correctement. La salubrité, c'est la salubrité de l'air. Ça requiert une transition de notre matrice énergétique, un changement de système énergétique. En commençant par exemple par les bus de la RTM. Il y a 640 bus à la RTM, c'est autant de cafetières lâchées en pleine ville, qui vous balancent des paquets de fumée, de gaz dans les narines. Donc il faut imaginer, sur 6 ans, une transition du parc, n'est-ce pas, d'autobus vers des énergies propres. Un développement des transports en commun. Mais pour développer les transports en commun, il faut encore que le réseau des transports en commun soit opérationnel, soit adapté en termes de géographie pour desservir des quartiers qui sont isolés, où à 8 h du soir, il n'y a plus rien. Tout devient inaccessible. Et il faut imaginer peut-être d'inciter les Marseillais à passer sur ces transports qui sont en termes d'énergie beaucoup plus économes et beaucoup plus sûrs et salubres, c'est-à-dire envisager la gratuité des transports en commun à Marseille. Alors, la métropole a dit non, ça coûte trop cher. Très bien. Mais moi, j'ai lu le rapport du Sénat sur la gratuité des transports en commun. 77 pages. Je l'ai lu 3 fois. Ils examinent la situation dans une trentaine de villes qui ont opté pour cette solution, y compris au Bagne, y compris Dunkerque. Et la conclusion de ce rapport, c'est que ce n'est pas une décision économique, c'est une décision politique. Eh bien, si nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants ne soient pas obligés de circuler dans nos rues dans 50 ou 100 ans avec des bonbonnes d'oxygène là, ça tue un masque sur le nez, la décision politique de la gratuité des transports en commun, nous la prendrons. C'est tout. Donc ça, ce sont des choses extrêmement concrètes. Et puis, dans la salubrité, on peut penser aussi à l'eau. Pas seulement d'ailleurs aux nombreuses fontaines de Marseille qui sont à sec, n'est-ce pas? Voilà. Mais à l'eau, notamment celles de nos plages, qui sont contaminées régulièrement, pas par les petits fleuves routiers, l'Uvonne et d'autres, dont le nettoyage et la dépollution est une nécessité. Donc vous voyez, la salubrité, ça renvoie parfois à des choses complexes, comme par exemple un programme de location, de logement locatif transitoire, permettant d'accueillir pendant la durée de travaux de réhabilitation les personnes qui sortent de chez elles pour cause d'insalubrité. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Et puis, ça peut être des choses beaucoup plus simples, n'est-ce pas, comme le fait de planter des arbres là où il y a de la place pour cela, alors que nous ne le faisons pas nécessairement. Ce qui s'est fait ces derniers temps, en période préélectorale, comme par miracle, n'est-ce pas, après 24 ans de gestion municipale Gaudin-Vassal, ce qui s'est fait ces derniers temps à Marseille, dans certains secteurs, montre qu'on peut avoir une ville propre, on peut avoir des trottoirs propres, on peut même planter des arbres sur ces trottoirs, on peut faire des choses bien, on peut qu'on le veuille. Que ça entre dans le cadre d'une stratégie communale de long terme et pas dans une stratégie préélectorale pour les 6 derniers mois. La sûreté. On va revenir dessus, sur tous ces sujets-là, en fonction des questions que vous pouvez poser. La sûreté. 2 mots sur la sûreté. Pourquoi je dis sûreté? Pourquoi je ne dis pas sécurité? Parce que si vous parlez de sécurité, vous avez tout de suite une connotation policière. Et la sûreté à Marseille, ce n'est pas seulement une affaire policière. Certes, il faut sans doute, tout le monde convient, développer la police municipale. Alors là, les uns et les autres se sont lancés dans un concours, n'est-ce pas, un espèce de concours de beauté. Il y en a un qui dit moi je mets 100 policiers, l'autre qui en met 150, l'autre qui dit j'en ai 86 mois, l'autre qui dit je double l'effectif. Pas bien. Ce que je vous explique, parce que j'en ai parlé avec un certain nombre de divisionnaires qui connaissent très bien le terrain marseillais,
Ce que je vous explique, c'est qu'en fait, la police municipale doit être présente par une antenne dans chaque arrondissement de notre ville. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si la police municipale n'assure pas une police de proximité et permanente, elle ne sert pas à grand-chose. Elle fait de la figuration, de la décoration avec de jolies voiturettes dans les rues de Marseille, mais en termes d'efficacité, elle est proche de zéro. Donc il faut effectivement développer cet aspect sécurité au sens policier du terme, en se concentrant notamment sur les incivilités, dirons-nous. La grande criminalité, les grands trafics, le banditisme étant, lui, de la compétence du préfet de police de Marseille et de la police nationale. Mais l'élément sécuritaire n'est pas suffisant pour la sûreté des Marseillais. Quelle est la sûreté d'une famille marseillaise qui ne sait pas, le 25 du mois, ce qu'elle va donner à manger à ses enfants d'ici la fin? Quelle est la sûreté d'une famille marseillaise dont le père n'arrive pas à trouver d'emploi et est au chômage depuis 15, 16, 18 mois, 2 ans, 3 ans? Marseille est la ville la plus pauvre des grandes villes de France. Ici, le taux de chômage est le double du taux de chômage national. Dans certains secteurs, c'est pire que ça. 25% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous savez ce que c'est le seuil de pauvreté de l'INSEE? C'est légèrement au-dessus de 1 000 € par mois. Dans certains quartiers, comme dans le 3e arrondissement, le seuil de pauvreté touche près de la moitié de la population. Où est la sûreté du quotidien dans ces conditions-là? Donc, attention, à l'élément sécuritaire, il faut ajouter un élément de redynamisation économique et sociale de notre ville. Et sur ce sujet, je voudrais, si vous permettez, donner la parole à 2 experts. L'un, le commandant Bissel, expert en matière maritime, officier de marine, 5 gallons dorés tout de même, je vous signale, va nous dire quelque chose sur l'exploitation de la vocation maritime internationale de Marseille comme un élément majeur de la redynamisation de notre économie. Et puis, Philippe Sion, ingénieur informaticien, interviendra sur le thème de l'usage des autoroutes de l'information qui se croisent sur le territoire de Marseille pour précisément repositionner Marseille sur la scène économique internationale et en faire une ville attrayante pour les investisseurs. Peut-être Jean-Louis Bissel pour commencer. Voilà, alors la pression maritime internationale de la ville. Merci Michel, bonjour à tous. Alors effectivement, en préambule, et surtout je sais qu'il y a quelques spécialistes dans la salle, il est bien sûr que Projet Marseille a conscience que les compétences maritimes directes de la municipalité sont limitées. Donc c'est au travers d'autres structures qu'en grande partie Marseille doit exercer son dynamisme. Donc ça c'est un premier point. Alors ces autres structures, et je prendrai un exemple peut-être tout de suite par rapport à ces aspects, c'est par exemple les cales de mise à l'eau des embarcations motonautiques qui sont le long de la baie de Marseille. Et bien effectivement elles dépendent de la métropole et non pas directement de Marseille. Mais néanmoins. Alors d'autres structures, bien sûr, on pense tous au grand port maritime de Marseille. Il est évident, le grand port maritime de Marseille, c'est une compétence étatique avec une grosse indépendance au niveau de sa gestion. Et donc, par définition, vous avez peut-être vu les vœux du maire de M. Gaudin qui vient de faire son dernier conseil municipal. Et dans ses vœux, un de ses regrets, c'est le regret de ne pas avoir pu influencer le grand port de Marseille. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, ça a été exprimé publiquement. Donc, voici un premier point. Deuxième point, on a effectivement la métropole avec notamment le contrat de baie. Donc, le contrat de baie, c'est baie ex-Marseille, donc c'est un périmètre assez important qui s'occupe notamment de toute la salubrité des eaux et du bon état, disons, du littoral. Vous voyez, donc ça, c'est un sujet que Michel Pinard vient d'évoquer, donc qui est très important. Ensuite, vous avez d'autres structures. Vous avez l'École nationale de la marine marchande. Vous avez également l'Institut national de la plongée professionnelle, l'INPP. Et donc, Marseille est partie prenante, fait partie en général des conseils d'administration de ces structures. Donc, l'objectif, c'est d'être dynamique et
d'activer, si vous voulez, les leviers nécessaires pour orienter Marseille vers effectivement une vocation que nous, on pense qu'elle pourrait tenir, donc au niveau, bien sûr, méditerranéen, au niveau européen, au niveau mondial. On a 3 points qui nous semblent extrêmement importants. C'est d'une part, vous avez entendu parler, et vous avez sans doute suivi les présentations faites au Conseil régional de Zéro Fumée par M. Muselier. Donc nous, on pense que la croisière n'est pas du tout un enfant maudit, mais au contraire, une croisière propre peut être promue, et une croisière propre de haut niveau, avec ce qu'on appelle les têtes de ligne. Vous savez que ce qui rapporte le plus à une commune, c'est les têtes de ligne dans les croisières. Ensuite, on a le yachting. On pense effectivement que Marseille pourrait être effectivement un pôle de développement du grand yachting. Actuellement, il y a une zone qui est saturée, c'est la zone que nous connaissons, jusqu'à Menton, et on peut dire même jusqu'à Gênes, y compris Monaco. Et donc, Marseille pourrait être un pôle de développement avec beaucoup de création d'emplois dans ce domaine. On a un deuxième chantier naval qui s'installe, qui s'appelle Monaco Marine d'ailleurs. On pense que, si vous voulez, avec les équipements qui pourraient être mis autour de cette activité, équipements hôteliers, équipements de loisirs de haut niveau, le grand yachting pourrait être effectivement développé. Voilà ce que je peux dire à ce niveau, Michel. Merci Jean-Louis. J'en profite, puisqu'on est sur le thème du maritime, j'en profite pour vous rappeler que Marseille, premier port de France, n'a même pas un musée de la mer et de la marine. Marseille, premier port de France, pas de musée de la mer et de la marine, une honte absolue. Et donc nous sommes, nous, convaincus qu'il est urgent que Marseille se dote d'un musée de la mer et de la marine pour marquer sa vocation maritime internationale, pour devenir un espèce de centre d'attraction pour des colloques, des séminaires, etc., de manière à faire mieux valoir ce qu'est Marseille en Méditerranée et dans le monde, n'est-ce pas? Parce que, croyez bien qu'on en a besoin, encore plus avec ce qui se passe au port de Marseille qui est régulièrement bloqué, pour le plus grand plaisir et le plus grand bénéfice de nos concurrents de Gênes et de Barcelone. Maintenant, je vais demander à Philippe Sion, notre ingénieur informaticien, mais également candidat de projet Marseille dans le 13e et 14e arrondissement, c'est-à-dire 7e secteur, de nous parler de ce qu'on pourrait faire en utilisant les technologies de l'information, les nouvelles technologies pour promouvoir notre ville sur la scène internationale et dynamiser son économie. Merci Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, moi en fait je suis donc ingénieur et mon travail c'est de connecter les gens et les idées. Quand j'ai rejoint le projet Marseille, parce que je trouvais que c'était un projet innovant en termes politiques, j'ai entendu parler immédiatement de la notion de culture partagée, le brassage et la fusion des cultures. J'ai intégré ça. En tant qu'ingénieur en réseau informatique, je sais que Marseille est le point central, névralgique d'arrivée des réseaux d'Amérique, d'Asie, d'Afrique. Tout se concentre à Marseille. Et dans mon tout petit cerveau, je me suis fait une petite réflexion. Si on faisait de Marseille, par exemple, la capitale de quelque chose qui est très culturel et très novateur. Alors je vous pose la question dans la salle, est-ce que vous savez quelle est l'industrie culturelle qui rapporte le plus d'argent actuellement dans le monde? Est-ce que c'est le livre? Est-ce que c'est la musique? Deezer, Apple, machin truc. Est-ce que c'est le film? Eh bien non, ça n'est aucun de ces trois. L'industrie culturelle qui rapporte le plus d'argent, qui brasse des milliards et des milliards d'euros dans le monde, c'est le jeu vidéo. Donc, moi en 6 ans, si je suis élu à l'innovation de Michel Pinard, je propose de mener un projet. Alors attention, je ne fais pas de promesses dans le vide, je ne vous dis pas que j'y arriverai. Je vous dis de mettre tous mes efforts, tout mon courage, pour essayer de faire de Marseille la capitale française du jeu vidéo. Voilà. Alors, comment? Tout d'abord, dans les 6 ans que j'aurai, je ferai tout mon possible pour essayer d'accueillir dans le stade Vélodrome la plus grande compétition nationale et, si c'était possible, internationale de jeux vidéo.
Ça existe en Corée. Et des stades entiers sont remplis qui drainent autant, voire plus de spectateurs que pour un match de football. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'OM. Continuons l'OM, c'est génial, on partage, etc. Partageons aussi les jeux vidéo. Les gens partagent leur vie dans les jeux vidéo, ils échangent avec les autres. C'est un endroit où on peut échanger la culture partagée ensemble. C'est un moment où on peut s'amuser et ça draine énormément d'argent pour une ville. Donc c'est tout à fait non négligeable. Et ensuite, ce que je propose, encore un projet sûrement irréalisable, un de ces rêves de projet Marseille, c'est réalisable. En 6 ans, faire venir un ami à moi à Marseille. Cet ami, vous le connaissez tous, c'est Google. Google est présent à Paris. Il est absent à Marseille. D'ailleurs, il n'y a pas énormément d'acteurs économiques sur Marseille. Car Google, vous ne le savez peut-être pas, c'est un moteur de recherche. Ça, tout le monde le sait, tout le monde s'en sert. C'est aussi une messagerie. Ça, vous le savez aussi, beaucoup de gens ont des comptes Gmail. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que maintenant Google est devenu un acteur phare du jeu vidéo en inventant la première console virtuelle mondiale, Stadia. Avec Stadia, vous n'avez plus d'ordinateur, vous n'avez plus de console, vous avez une manette qui se connecte à des centaines et des centaines d'ordinateurs dans le cloud. Et bien, tous ces ordinateurs, il faut bien qu'ils soient quelque part. Et bien, puisque nous sommes le lieu de l'interconnexion des réseaux mondiaux, faisons-les ici, faisons venir Google et tous les emplois associés qui viendront avec Google. C'est un projet réalisable selon moi. Voilà. Merci. Alors Michel, une question que nous voudrions tous vous poser. À la lecture de votre projet, vous dites « Je veux changer la trajectoire de Marseille ». Quelle trajectoire voulez-vous que Marseille prenne? Qu'est-ce que vous voulez impulser pour que notre ville puisse rayonner? Bon, puisque nous étions sur le thème économique, qui est un thème très important pour l'avenir de notre ville et pour la sûreté de la vie quotidienne, je voudrais revenir sur cette idée de dynamiser notre économie, d'attirer du monde. Parce que tout le monde y réfléchit. C'est une nécessité absolue. Nous avons un taux de chômage qui est très élevé. Nous avons un centre-ville qui se paupérise à la vitesse grand V. Ceux qui ont connu la rue Sainte-Féréole, la rue de Rome, la rue Paradis, il y a 30 ou 50 ans, ont vu la différence. Il y a de toute manière une nécessité urgente de transformer l'image de Marseille si l'on veut attirer des investisseurs. Je vous en donne 2 exemples, 2 illustrations. Il y a 3-4 jours, la Provence a publié une annonce disant qu'une entreprise cherchait à recruter des ingénieurs dans un certain nombre de villes, une entreprise de technologie, dans un certain nombre de villes françaises, et donnait la liste. Et il y avait une 12aine de villes françaises, sauf Marseille. Voilà. Il y avait Aix-en-Provence en revanche, parce que là tout le monde n'y a pas de problème. Marseille, 0 pointé. Je vais vous parler de ST Microélectronique. Vous avez entendu parler, c'est une société high-tech, c'est une société très importante. Ils ont 2600 employés et ils ont 1200 ingénieurs. Là, dans la région, 1200 ingénieurs, ça fait un pouvoir d'achat, 1200 ingénieurs. Hein, il y a des ingénieurs ici dans la salle, certainement, qui savent quand même qu'en général, on n'est pas trop mal payé. Ça fait un vrai pouvoir d'achat. Où est installé ST Microélectronique? Dans l'arrière-pays, soit pas à Marseille. Et je peux vous faire une liste interminable de cas similaires. Donc nous avons un énorme problème. C'est que les entreprises ne viennent pas parce que notre image est désastreuse. Quand on regarde toutes les enquêtes sur l'attractivité des villes de France, Marseille est systématiquement en dernière position. Alors ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une topographie exceptionnelle, n'est-ce pas, une baie magnifique, etc., etc. Le problème, c'est que nous avons en fait une vitrine littorale. À la fracture nord-sud qui existait depuis de nombreuses années, puisqu'il y a 40 ans, à l'école d'architecture, on avait donné aux étudiants comme sujet de réflexion la carrière, charnière ou frontière, point d'interrogation. À cette fracture nord-sud, on en a rajouté une deuxième entre la frange littorale moderne à l'Euro-Méditerranée, pittoresque au Vieux-Port, somptueuse sur la Corniche, et le reste de la ville où vit 80% de la population. Or, ce qui intéresse un certain nombre d'entreprises, c'est le problème de cette zone immense
n'est-ce pas, où vit 80% de la population, et une zone qui est plutôt livrée à elle-même, et qui donne un très mauvais effet. Franchement, quand vous arrivez à Marseille par l'autoroute de la 16, ça ne vous engage pas trop. Quand vous arrivez à Marseille par la 50, ça ne vous engage pas davantage. Il y a une image générale de Marseille qui est très dégradée, très négative. Et d'ailleurs, c'est pas seulement vis-à-vis des investisseurs français, des entrepreneurs français, c'est une image internationale. Quand à l'étranger, vous dites Marseille, on vous répond French Connection. Et vous croyez qu'avec ça, on va créer des emplois à Marseille, en dehors d'emplois de Toulouse, ça, il n'y a pas de problème. Vous croyez qu'on va pouvoir créer des emplois à Marseille, qu'on va pouvoir développer notre ville avec ça? Alors quand moi j'entends des gens qui nous disent oui, alors il faut mobiliser le ceci, le cela, le truc et le machin, mais oui, d'accord, mais enfin, faites venir ici des investisseurs, faites-leur faire un tour de la ville, n'est-ce pas? Ils vont vite comprendre. Quand vous avez des immeubles qui sont couverts de tags, de belles portes du 19e siècle qui sont dégradées comme ce n'est pas possible, etc., vous n'avez pas envie au cadre de se installer chez nous. Voilà. Donc nous avons sur cette affaire, sur ce dossier de la redynamisation économique de Marseille, nous avons un vrai problème. C'est un problème d'image. Et vous allez dire, effectivement, que là, le serpent se mord un peu la queue, hein, puisque comme l'image est mauvaise, les entreprises ne viennent pas, et comme les entreprises ne viennent pas, la ville continue à se dégrader. En réalité, je crois que la promotion internationale de Marseille est une urgente nécessité. Au lieu de voir des groupes importants installer leur base régionale chez nos voisins, comme par exemple le groupe Maersk, premier transporteur mondial maritime par porte-conteneur, danois, entreprise danoise. Deuxième, c'est MSC italien, troisième, c'est la CMA-CGM qui est chez nous. Le groupe Maersk vient d'installer sa base pour la Méditerranée à Gênes. On les comprend, hein, comme le port de Marseille est souvent en œuvre. Voilà. Donc, nous avons une urgente nécessité de corriger l'image internationale de notre ville. Nous devons absolument être présents dans toutes les foires et manifestations internationales. Il faut avoir des équipes, en quelque sorte, de VRP qui aillent vendre Marseille aux étrangers et leur expliquer que ça vaut la peine de venir ici. Et bien entendu, il faut que dans le même temps, la municipalité et la métropole fassent le nécessaire pour mettre un peu d'ordre dans la ville. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, passer au troisième volet, et puis après, quand même, dialoguer avec vous. Troisième volet, la convivialité. De quoi s'agit-il? Marseille est une ville qui n'est pas vraiment pensée pour ses habitants. Je vous en donne un exemple, hein, c'est tout bête, mais par exemple, vous avez 40 000 habitants pour une toilette publique. Je vous conseille d'ailleurs de vous mettre dans la file d'attente dès maintenant à la sortie, parce que sinon, d'accord? Avec ça, vous aurez peut-être accès aux toilettes publiques dans les jours. Mais Marseille a un ratio catastrophique dans ce domaine, et dans d'autres domaines également. Et surtout, Marseille, c'est deux villes. C'est deux villes. Il y a une ville nord et une ville sud. Cette situation-là n'est pas bonne. Elle, non seulement n'est pas bonne, elle est dangereuse à terme pour l'équilibre politique et humain de notre agglomération. Il faut donc que les Marseillais se retrouvent. Il faut que Marseille devienne une vraie ville. Ça ne veut pas dire prendre des populations dans un quartier, les déplacer dans l'autre, non, pas du tout. Mais ça veut dire aider les Marseillais à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux se respecter. Et l'instrument de cette reconquête républicaine du territoire marseillais, dont je rappelle qu'il fait 2 fois la superficie de la ville de Paris, 5 fois la superficie de Lyon, l'instrument de cette reconquête républicaine, c'est la culture, mesdames et messieurs. Entendons bien, je vous le dis, la culture, c'est la dernière arme non létale à notre disposition. Sinon, ça finira mal. C'est la culture. Et je crois que Marseille est très riche sur le plan culturel. Parce que la culture marseillaise, c'est en fait un immense patchwork, avec des gens qui sont de tradition juive, des gens qui sont de culture arménienne, des gens qui ont une culture corse, des gens qui ont une culture dans d'autres régions de France, ou du Maghreb, ou d'Afrique noire, des Comores, etc. On voit même maintenant une communauté philippine qui se développe. Bref,
Nous devons faire circuler la culture sur notre territoire pour développer cette convivialité entre tous les Marseillais. Au lieu de laisser Marseille s'enfermer dans une juxtaposition de ghetto. Ghetto de riches, mais les riches ne peuvent pas vivre assiégés. Ce n'est pas leur intérêt à moyen et long terme. Ils ne peuvent pas transformer le Roucas blanc en forteresse, en retranchement, en lignes Maginot. Aux riches, d'ailleurs, j'ai une chose à dire. Et je le dis parce qu'ils ne sont pas loin d'ici. Aux riches, je vais dire qu'il n'y a aucune honte à être riche. On a parfaitement le droit de devenir riche par son talent, son travail, ses initiatives. On a même le droit de naître riche par héritage. Ce n'est pas une honte. Ce qui est important, c'est qu'on puisse jouir de sa richesse. Qu'on puisse en jouir en bon père de famille, selon l'expression classique. Et pour jouir de sa richesse, pour pouvoir faire en sorte que ses héritiers, éventuellement, puissent à leur tour jouir de la richesse dont on dispose et qu'on leur règle, on a tout intérêt à maintenir à Marseille une paix civile. La paix civile à Marseille n'est pas garantie dans les décennies qui viennent. Je vous le dis, parce que j'ai un peu circulé dans le monde. Quand vous faites 40 ans de carrière diplomatique, vous voyez les choses. Et j'identifie ici, dans Marseille, des facteurs de violence qui sont pour l'instant enfouis, mais qui pourraient monter un jour à la surface très rapidement avant que vous ayez le temps de dire ouf. C'est la raison pour laquelle la convivialité est un thème très important pour l'avenir de notre ville. Voilà. Enfin, alors vous allez me dire, mais tout ça, vous le financez comment, comment faites-vous, etc. Bien, regardez bien le budget de la ville de Marseille. Regardez-le attentivement. Regardez tous les détails du style, toutes les lignes budgétaires où on vous dit autre dépense, autre dépense, autre dépense. On ne sait pas trop lesquelles, mais moi je sais. Regardez les dépenses de subvention, regardez les dépenses de fonctionnement. Vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez découvrir qu'on jette de l'argent par les fenêtres. Vous allez voir que quand la ville de Marseille paie des loyers, elle paie une fortune, mais que quand la ville de Marseille fait payer à d'autres des loyers, elle loue au prix inférieur du marché. Et quand la ville de Marseille vend des biens, elle les vend au prix inférieur à ceux de marché et à ceux définis par le service des domaines. Et en revanche, quand la ville de Marseille achète à des amis un terrain, une propriété, quelque espace disponible, elle paie une fortune là aussi. Bref, vous avez une gestion qui n'est pas une gestion normale à Marseille. La gestion des finances publiques est anormale. Et c'est la raison pour laquelle le potentiel d'économie à Marseille, sur le budget municipal, n'est pas négligeable. D'ailleurs, la gestion de Marseille doit être revue. Le maire n'est pas un chef de clan, n'a pas à être un chef de clan. Le maire doit être un chef d'équipe. Les premiers collaborateurs du maire doivent être les maires de secteur. Au lieu de servir Dupont parce qu'il est du même parti, et de plomber Durand parce qu'il est d'un autre parti, d'ailleurs quand vous plombez Durand, vous plombez les 50 ou 100 000 personnes qui vivent dans le secteur de Durand. Au lieu de favoriser l'un et de nuire à l'autre, vous devez réunir les gens autour d'une table sur quelques objectifs précis. Donc le maire, chef d'équipe. Et puis le maire doit être un animateur, ça doit être un visionnaire, ça doit être quelqu'un qui fixe un objectif, un cap, qui donne une impulsion. Il n'est pas censé tout savoir, le maire. Mais dans le domaine économique, c'est lui qui doit animer le petit comité de développement économique de la ville, réunissant les principales institutions économiques, publiques et privées de notre cité. Même chose, par exemple, dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, qui est un problème véritable, vous avez vu l'autre jour des articles sur la question de l'hôpital de la Timone. Dans le problème de la santé, c'est pareil, il y a des gens qui connaissent ces sujets. Il doit y avoir autour du maire un comité de santé publique qui le conseille, qui l'oriente, qui lui explique les choix possibles. C'est la même chose dans le secteur culturel, ou dans le secteur du tourisme. Bref, le maire, ce n'est pas un type omniscient. Le maire, ce n'est pas Wikipédia. Le maire, c'est un coordinateur d'équipes municipales qui définissent un horizon, définissent des options et identifient les moyens. En général, quand vous avez un problème technique qui se pose, vous avez trois solutions. Une solution, c'est une solution qui sert des intérêts particuliers. La deuxième est une solution qui sert des intérêts inavouables. C'est-à-dire,
Et la troisième, c'est une solution qui pourrait peut-être servir l'intérêt général. C'est celle-là qui nous intéresse. C'est la solution favorable à l'intérêt général qui doit être celle retenue par la mairie. Ça suppose un peu de transparence dans la gestion. Et sur ce sujet, j'aimerais d'ailleurs que Philippe Sion, toujours compétent en matière d'informatique, nous dise un petit mot sur les idées que nous avons pour tenir les Marseillais informés de la gestion et pour les associer à la production d'idées. Oui, donc je serai bref parce qu'effectivement, on va vous donner la parole pour vous poser les questions que vous souhaitez. Donc cette transparence, comment est-ce qu'elle peut être obtenue? Cette transparence qui est un souhait, un vœu, une impossibilité selon certains, eh bien, elle existe. Ça porte un nom anglais, je suis désolé, c'est l'open data, les données ouvertes. C'est tout simple en fait, c'est de mettre un rendez-vous, donner un rendez-vous aux citoyens, par exemple, tous les mois. Et dans ce rendez-vous, on publiera sur le site de la mairie, en toute transparence, les données relatives au budget, aux dépenses, aux subventions, aux places en HLM. Bref, une transparence municipale. Alors oui, vous allez nous dire encore, on est des rêveurs, mais ça existe. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine, de nombreux journaux ont innové, et c'est encore une innovation pour Marseille, parce qu'on n'a pas l'habitude de cette transparence et de cette vérité. Deuxième point aussi qu'on souhaite mettre en place, c'est une agora municipale. Vous l'avez vu dans notre slogan, c'est un programme d'un parti indépendant pour redonner la voix et le pouvoir aux citoyens. Nous sommes dans une démocratie représentative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous représentons les intérêts des habitants. Donc l'idée, elle est simple, elle existe. C'était un peu ce que voulait faire le grand débat, sauf que ça ne l'a pas fait. C'est de mettre en place un système avec des outils libres, français, basés avec des technologies qui seraient locales et tout à fait elles aussi transparentes, pour permettre aux citoyens de faire leurs propositions et de voter pour les idées de Projet Marseille ou les leurs. Ensuite, nous, candidats de Projet Marseille et élus en conseil municipal, nous nous engageons devant tout le monde et devant vous ce soir à aller porter des décisions qui seront plébiscitées par les citoyens au conseil municipal. C'est ça, de la démocratie représentative transparente. C'est juste innovant et on vous propose ça et c'est tout à fait faisable. Merci. Merci. Bien. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, en vérité, je pourrais vous faire un speech de 3 heures et vous auriez largement le temps de vous endormir sur tous ces sujets. Je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, répondre aux questions que vous souhaiteriez poser. Voilà. Je crois que ça permettra de redonner un peu d'air frais à notre réunion. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, monsieur. Bonjour, je m'appelle Charles Lamétrus, je suis juge consulaire au tribunal de commerce de Marseille et j'aimerais vous poser une question, monsieur Pinard. Nous avons actuellement un centre-ville qui est complètement, je dirais, exsangue. Maintenant, il est certain que, comme au DOC à Marseille, par exemple, comment on va faire revenir les entreprises au centre-ville de Marseille? Et j'aimerais vous poser la question suivante. Comment vous pensez faire pour que ce projet dont vous êtes porteur puisse aboutir? Merci pour votre question, monsieur. Effectivement, j'avais évoqué cette espèce de désertification progressive du centre-ville. Première chose, plus un seul permis de construire pour un nouveau centre commercial. Clair. C'est clair. Or, il faut savoir que certaines personnes en envisagent d'autres. Par exemple, sur le quai J1, il y a un projet qui a des éléments très intéressants, mais qui comporte aussi l'installation d'une nouvelle galerie marchande. Eh bien, non. Les commerces ne doivent pas souffrir de la création de nouveaux centres commerciaux. Marseille n'est pas une ville suffisamment riche pour pouvoir faire vivre simultanément de nouveaux centres commerciaux et le commerce traditionnel. Donc, premièrement, on arrête la construction de nouveaux centres commerciaux. Deuxièmement, on arrête la construction de
de nouveaux incubateurs, de nouveaux accélérateurs de start-up. C'est très à la mode, ça. Quand sur une estrade, vous parlez de créer un incubateur de start-up, vous avez tout de suite l'air intelligent. Même si vous ne savez pas trop ce que ça signifie, ça fait rien. Ça vous donne tout de suite l'air intelligent. Or, que se passe-t-il? Regardez par exemple l'avenue de la République. Une magnifique avenue Napoléon III. D'ailleurs, je signale, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, que Napoléon III est le dernier gouvernement français à avoir eu une vision géostratégique de Marseille. Les autres, c'est remonté. Napoléon III, la rue de la République, magnifique architecture. Il y a eu des travaux de restauration, au moins sur la rue même. Dès qu'on passe un peu derrière, ça change. Mais en tout cas, si vous regardez bien, vous avez le tiers des locaux qui sont inoccupés. Et encore, parmi ceux qui sont occupés, il y en a un certain nombre qui sont occupés par des organismes parapublics. Hein? Bon. Pourquoi ne pas envisager peut-être de faire une Silicon Valley, là, sur la rue de la République? Pourquoi aller créer ailleurs de nouveaux incubateurs de start-up, de nouveaux accélérateurs d'entreprises high-tech, etc. Non, essayons d'utiliser ce dont nous disposons. À Marseille, il faut arrêter de construire des trucs et des machins. Il faut déjà s'occuper de faire vivre ce qui existe, d'entretenir ce qui existe. Au lieu, par exemple, de construire encore je ne sais quel bus, n'est-ce pas, qui irait raser la Pinède de Marseille-Vert, pour aboutir dans un cul-de-sac à la Pointe-Rouge, hein, peut-être faudrait-il s'occuper de l'entretien de nos chaussées, de l'entretien de nos trottoirs, et je ne vous dis pas ce qu'il en est de quelques viaducs de la ville qu'il faut regarder non seulement par-dessus, mais aussi par-dessous. Ça vous réservera des frayeurs. Donc, à Marseille, essayons de nous concentrer sur l'usage de ce que nous avons. Si déjà nous commencions par mettre en valeur ce que nous avons, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, si nous commencions par utiliser les espaces disponibles qui sont vacants, hein, la ville, l'aspect général de la ville changerait très rapidement. En 6 ans, vous pouvez commencer à changer l'aspect général de la ville. Car l'objectif de Projet Marseille n'est pas de régler les problèmes de la ville en 6 ans. L'objectif de Projet Marseille, c'est de corriger la trajectoire, de l'infléchir. Moi, j'envisage de ne rester que 6 ans. Parce que je pense qu'il y a un âge où il faut laisser la place à plus jeune que soi. J'ai 65 ans, 6 ans, ça fait 71. Je pense qu'à 71, je pourrais revenir à mes chères écritures et peut-être laisser la place à des gens plus jeunes qui auraient la même vision des choses, mais peut-être des idées nouvelles, plus de dynamisme, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas pour moi de m'incruster. Je ne vais pas entamer une carrière de politicien professionnel. Je ne suis pas un apparatchik. Je ne cherche pas à devenir maire pour avoir à manger. Je n'ai pas besoin d'honneur, de titres, j'ai des décorations pleines de lises, c'est pas la peine. Ce qui m'intéresse, c'est de déplacer le curseur, de faire en sorte qu'au lieu d'aller droit dans le mur, avec ou sans Google Earth d'ailleurs, au lieu d'aller droit dans le mur, nous essayons de prendre le virage de l'espoir. Ça, c'est une nécessité. Parce que sinon, mesdames et messieurs, je vous le répète, ça finira mal. Voilà. Autre question? En attendant la prochaine question, juste un truc, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Michel. L'idée que la rue de la République devienne peut-être la Silicon Valley, pourquoi pas, rue de la République, Silicon Street, ça n'existe pas. On peut envisager que, voilà, ça sera la rue où s'installeront les nouvelles technologies à Marseille. Tout ça n'est pas très propice à la promotion de la francophonie, mais enfin, on va avec. Mais bon, Silicon Valley, c'est pas très français non plus. Autre question? Oui, bonjour. Donc, nous avons effectivement une richesse, on en a plein, une qui est extraordinaire, c'est ce fameux port de Marseille qu'on a déjà pas mal développé d'ailleurs. Oui. La question qui me vient à l'esprit, qu'allons-nous faire contre la CGT qui est trop présente ici et en France? Quelle arme pouvez-vous déployer, puisque jusqu'à maintenant, la France complète me semble tellement figée en face de cette force de CGT qui vraiment coule la France. Donc, je serais ravie de voir vos solutions. Bien. Merci. Madame, le port de Marseille, c'est Marseille-Fosse, hein, parce qu'en fait, c'est Marseille-Fosse. C'est un peu plus de 40 000 emplois. Pour ce qui concerne
le secteur des opérateurs sur le port. Ce n'est pas le port seul, c'est tous les opérateurs privés qui interviennent sur le port, c'est 40 000 emplois. Chaque fois que le port se met en grève, ces personnes-là sont instantanément pénalisées. 40 000 emplois, dont un bon tiers sur la zone de Marseille même. Je le sais parce que j'ai pris la peine, moi, d'aller discuter avec les gens de l'Union maritime et fluviale. Il paraît d'ailleurs que je suis le seul candidat à la mairie de Marseille qui soit allé discuter avec l'Union maritime et fluviale. Mais il paraît que je suis aussi le seul candidat de Marseille à parler vraiment de culture. D'ailleurs, un jour, j'ai posé une question à la Chambre de commerce sur la question de savoir si le groupe d'experts de la Chambre de commerce qui réfléchit à la revitalisation de notre ville avait évalué l'impact de l'activité du secteur culturel sur la dynamisation de l'économie générale de notre ville. J'ai senti que les antennes vertes me poussaient sur la tête. Alors, vous parlez de la CGT et du blocage récurrent du port de Marseille par la CGT. Je ne répondrai pas sur le rôle de la CGT au niveau national. Je ne mets pas d'ailleurs en cause la fonction des syndicats, dont je voudrais quand même rappeler qu'ils ont longtemps contribué fortement à l'amélioration de la condition salariale, de la condition des ouvriers dans notre pays. Si nous avions compté exclusivement sur l'esprit progressiste du patronat français dans les années 1920, 1930, 1950, je pense que le résultat ne serait pas spécialement brillant. Alors, il faut reconnaître que les syndicats ont aussi un rôle important à jouer pour le progrès général, et le progrès général d'un pays, c'est aussi le progrès social, c'est pas seulement économique. Mais, comme disait l'autre, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Et à Marseille, nous avons un problème de bornes. C'est-à-dire que nous assistons à un phénomène où des intérêts qui n'ont rien à voir avec la ville de Marseille, qui sont soit des intérêts très catégoriels, très limités, soit, on pourrait dire, une espèce de syndicat au sens où on disait syndicat à Chicago dans les années 30, vous voyez, soit des intérêts de cette nature, soit des intérêts liés à une stratégie nationale. Mais ce ne sont pas des intérêts liés à Marseille et aux besoins de notre ville. Ces intérêts-là sont privilégiés, dominent toute notion de bien public, écrasent toute notion d'intérêt général. Eh bien, il y a un moment où il faut réagir. Il y a deux manières de réagir. En premier lieu, on peut porter plainte. De toute manière, on peut porter plainte. Les organisations socio-professionnelles, à mon sens, devraient réagir par les voies légales. Elles ne le font pas. Peut-être qu'elles n'osent pas le faire. Et puis, quand on est un gouvernement, si on prétend gouverner, on prend ses responsabilités. Gouverner, ce n'est pas seulement s'installer sous les lambris dorés de la République et rouler dans des voitures de fonction avec des gyrophares, n'est-ce pas, et des tards devant. C'est très sympathique de le faire, hein, je connais ça. Mais c'est pas ça, gouverner. Gouverner, c'est faire des choix, assumer des conséquences et prendre les décisions qui s'imposent, même si elles sont difficiles, quand il faut les prendre pour l'intérêt général. C'est ce qui ne se fait pas à Marseille. C'est ce que moi, maire de Marseille, je réclamerais à l'État. Je réclamerais à l'État de prendre ses responsabilités, je rappellerai au gouvernement qu'il doit gouverner, et je rappellerai aux opérateurs économiques de notre ville, directement pénalisés par ces comportements irresponsables, de faire ce qu'ils ont à faire, s'ils ont le courage de le faire. Voilà, madame. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre va poser une question sur un sujet très divers, hein, il y a beaucoup de sujets quand on parle du Marseille. Alors j'ai le sentiment de ramener le débat à un niveau inférieur. Je pourrais poser quelques questions sur la culture, je ne vais pas le faire. Je vais simplement préciser qu'en tant que professeur, je suis obligée d'emmener mes élèves au musée à Aix-en-Provence, parce qu'à Marseille, nous n'avons pas ce qu'il faut. Ce n'est pas la question que je vais poser, j'en ai choisi une autre. J'en ai choisi une autre parce que, en
on parlait d'oikos nomos, je suis en train de parler grec, et je suis en train de parler d'économie, et de vous rappeler, pour ceux qui connaissent le grec, que oikos, c'est la maison. Je vais parler d'oikos logos. Oikos, notre maison est en train de brûler, comme le disait le président Chirac. Et il se trouve que les spécialistes se sont enfin rendus compte, il y avait 20 ans quand même qu'on prévenait l'Australie que c'était ce qui allait leur arriver en 2020. Les spécialistes se rendent compte que 1 million de milliards d'animaux morts, c'est encore plus grave que la forêt. Alors donc, je vais vous poser une question sur les animaux. Actuellement, je pense que tout le monde se rend compte que dans des buts purement électoralistes, tous les partis essaient de récupérer les voix de ceux qui s'intéressent aux animaux, au bien-être animal. Alors on a par exemple le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui promet pour la fin 2021 la fin du broyage des animaux, des poussins mâles vivants, la fin de la castration à vif des porcelets, enfin en fin 2021, autant dire les calendes grecques. On a un député En Marche des Alpes-Maritimes qui lance un pacte cohabitation homme-animal, etc., etc. Je vais pas tous les passer en revue. Et à Marseille. Voilà, la question c'est ça. La question c'est ça. En tant que maire, quelles seraient les mesures concrètes, immédiates, réalisables techniquement et financièrement? Quelles sont ces mesures que vous prendriez en faveur des animaux dans notre ville de Marseille? Merci. Alors, dans notre ville de Marseille, il y a des animaux utiles et il y a des animaux nocifs. Vous aurez remarqué qu'à la tombée de la nuit, il y a des bestioles de la taille d'un lapin qui traversent les trottoirs à toute vitesse pour aller dévorer ce qui traîne dans les poubelles, qui ne manque pas. C'est ça. Donc en réalité, ça c'est la catégorie des animaux nocifs et c'est une catégorie contre laquelle il faut trouver le moyen de lutter. Et puis, il y a les animaux de compagnie, les chiens, les chats, etc. Les chiens. Nous sommes sans doute plusieurs à avoir un chien à la maison aussi. Mais, pour le chien génère une obligation. Pas pour le chien, pour son propriétaire. C'est-à-dire qu'on a parfaitement le droit d'adorer son chien, de trouver que c'est le plus beau chien du monde, mais on ramasse ses crottes. D'accord? Sauf que, quand on regarde un peu la ville de Marseille et qu'on regarde ce qui se fait dans notre ville, on constate qu'à Marseille, il n'y a pratiquement pas de distributeurs de sachets pour ramasser les crottes de Médor. D'accord? Donc, quand on parle de convivialité et quand on parle d'écologie appliquée, on met des distributeurs de sachets pour que les propriétaires de chiens, les europropriétaires de chiens, puissent récupérer les crottes de leur animal favori. Les chats. Les chats, on ne sait pas exactement combien il y a de chats à Marseille. On ne sait pas exactement combien il y a de chats à Marseille. On sait qu'il y a actuellement 200 chats, je crois, en adoption à la SPA. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans certains quartiers de Marseille, il y a trop de chats. On essaie de les stériliser. Ça coûte cher. Hein. La stérilisation des chats, c'est entre 90 et 100 euros en moyenne. Et en d'autres quartiers, on manque de chats. Donc, en quelque sorte, je suis partisan de faire un transfert de population, si je puis dire. Là où il y a trop de chats, on les ramasse, on les rafle, et on les met là où il y a trop de rats. C'est bête, hein? C'est efficace. Donc, vous voyez, non, mais c'est pas la peine d'applaudir pour ça aussi simple. Non, bon, vous allez dire comment, c'est pas possible, il a fait 7 ans de philo, il est diplômé de Sciences Po, il nous parle des chats et des rats. Oui, mais à Marseille, on en est là. Hein? Peut-être que dans votre ville, on pourrait se lancer sur d'autres discours. Ici, on est confronté à des problèmes qui sont des problèmes basiques, qui sont presque des problèmes du tiers-monde. Et croyez-moi, le tiers-monde, je connais, je vous le dis, si nous n'y prenons pas garde, Marseille deviendra la première ville française du tiers-monde.
On est parti pour ça. Contre la pauvreté, la crasse, le chômage, le chaos, etc., on est parti pour ça. Et je connais beaucoup de villes dans le tiers-monde, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont nettement mieux organisées que le nôtre. Nettement mieux organisées que le nôtre. Donc, les animaux à Marseille, c'est une question d'occupation de l'espace public. Après, chez soi, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une question d'occupation de l'espace public. Il y a des animaux qu'il faut éradiquer, ou du moins dont il faut réduire les populations. C'est pas possible qu'on voit le boulevard Baille envahi de rats à partir de la tombée du jour, n'est-ce pas? Je dis le boulevard Baille, mais on pourrait citer de nombreuses autres rues, c'est invraisemblable, ça n'est pas acceptable. Et donc, pour ce qui concerne les populations de chats, on doit pouvoir peut-être les gérer en les répartissant, parce que c'est un moyen naturel de réguler la population de rats. Voilà, mais je ne parle pas du poisson rouge, parce que, comme déjà un grand nombre de fontaines n'ont pas d'eau, vous savez que la fontaine de Castellane, qui est une très belle fontaine de France, une des belles fontaines de France, n'a pas d'eau depuis 15 ans. Personne ne sait vraiment pourquoi. Et sur les 77 fontaines publiques de Marseille, il y en a une trentaine qui n'ont pas d'eau. Hein? Or, avoir un peu d'eau, ça ne ferait pas de mal. En été, quand il fait 38 degrés à l'ombre, avoir un peu d'eau dans les fontaines publiques, ce serait possible. D'autres questions? Je crois que c'est à cause de l'insécurité, parce qu'il y a des gens qui vont se baigner dedans, voilà. Ce qui nous renvoie, chère madame, au thème de la police municipale. Pardon? Avant d'appliquer tous les projets dont vous parlez, c'est génial, de faire venir les gens. Vous savez qu'une tolérance zéro pendant 2-3 ans, c'est comme à New York. Mais, monsieur, la tolérance zéro, c'est un principe excellent, dès lors que vous avez les moyens de la mettre en œuvre. Si la police municipale rentre chez elle à 17h, en ne laissant qu'une petite patrouille sur toute la ville, rendez compte? D'accord, mais demain vous êtes maire, vous appliquez la tolérance zéro, il faut aux fonctionnaires. Exact. Et non seulement j'applique la tolérance zéro, mais en plus, j'ai dans chaque arrondissement de la ville une antenne de police municipale avec un réseau de caméras relié à l'antenne de l'arrondissement et pas au centre de sécurité urbaine du 3e arrondissement. Parce que quand vous avez tous vos écrans au centre de sécurité urbaine et que vous voyez quelque chose qui se passe à Saint-Tron, avant que la patrouille arrive à Saint-Tron, hein, elle arrive après la bataille. Un peu comme Estrosi à Nice, maintenant c'est quadrillé par des caméras de partout. Exact. Exact. Mais là, vous le voyez, c'est un réseau lié à l'antenne de police municipale de l'arrondissement. Je pense que pour appliquer tous ces projets qui sont excellents, ce que vous dites, faire venir les investisseurs, tout ça, il faut que les gens arrivent en toute sécurité sur Marseille, dans une ville propre, dans une ville civilisée, et pas où c'est la Roterne. Excusez-moi, permettez-moi, comment allez-vous faire l'éducation des gens qui sont mal éduqués? Excusez-moi, parce que c'est quand même pas, on peut pas, comment allons-nous faire l'éducation des gens? Parce que moi, je suis marseillaise depuis plusieurs générations, je n'ai jamais vu autant de gens mal élevés. Et on me dit, ce sont les Marseillais. Non, messieurs et mesdames, ce ne sont pas les Marseillais. Ce sont un mélange de gens. Il y a des Marseillais dedans, il y a des gens du monde entier ici qui sont mal élevés. Mais ce n'était pas comme ça. Donc comment allez-vous éduquer des gens qui n'ont pas les mêmes bases, qui n'ont pas le même, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Comment on fait pour arrêter ce flot d'immigration aussi, qui traîne dans les rues, qui traîne partout, ce flot de mendiants? C'est pas vous, c'est vous, c'est le gouvernement. Ça revient au gouvernement. Et quel est le poids d'un maire? Je pense qu'un maire a beaucoup de poids, néanmoins, quel poids peut-il avoir en face d'un gouvernement qui ne fait rien? Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Voilà. Merci. Il y a deux volets. Vous avez évoqué la question de l'éducation. Et vous avez évoqué la question de l'immigration. La question de l'éducation, si vous voulez bien, pour commencer. La question de l'éducation, nous le savons, hein, l'éducation, elle commence à la maison, et elle commence à la maternelle. J'ai la conviction que de très nombreux instituteurs, vous excusez, je parle encore d'instituteurs, c'est un peu démodé, mais moi j'avais beaucoup d'admiration pour mon institutrice, donc je continue à parler d'instituteurs. Mademoiselle Filière, surnommée Fifi. Eh bien, l'éducation, à la maison, ne relève que de la compétence des parents, mais à l'école,
il est certain qu'il y a une action à entreprendre en coopération avec les instituteurs. Parce que ça commence à ce niveau-là, ça commence à la maternelle et dans le primaire. Quand vous avez un gosse mal élevé qui arrive au niveau du lycée, c'est déjà trop tard pour corriger la situation. Donc, je suis convaincu que 99% des enseignants, des instituteurs, sont prêts à s'associer à une action municipale sur le thème de l'éducation au bien public. L'éducation au respect des autres, ça fait partie du volet convivialité dont nous parlions. L'éducation au respect des autres. Quand j'étais gosse, il n'y a pas longtemps, hein, quand j'étais gosse, on nous enseignait par exemple que si le trottoir était étroit, et je sais qu'à Marseille il y a beaucoup de trottoirs étroits, on descendait du trottoir pour laisser la place aux femmes, aux personnes âgées. Bon. Dans le bus, on nous enseignait qu'on voyageait debout pour laisser les adultes et les personnes âgées utiliser les sièges. Ce sont des choses très élémentaires, mais ce sont des choses nécessaires qui rendent la vie plus agréable pour tout le monde. Et bien ça, c'est une coopération entre municipalité et le corps éducatif, et notamment dans les écoles primaires et maternelles qui relèvent des 470, qui relèvent directement de la compétence de la mairie et donc sont placés sous la tutelle du maire. Je suis d'accord avec vous et tout ça est formidable. Bien évidemment, ça doit marcher comme ça. Mais si à la maison, il n'y a pas d'éducation et si les parents viennent contre les professeurs qui n'en peuvent plus, comment peut-on faire? On est arrivé là, vous voyez. Oui, je sais que c'est extrêmement difficile. Donc je sais que la tolérance... Je n'ignore pas qu'il y a des enseignants qui se font carrément agresser, n'est-ce pas, par des parents parce qu'ils ont fait une observation de comportement à leur enfant, etc. On est bien d'accord. Mais sinon, de travailler sur la masse. On n'évitera jamais des dérapages. Ce qu'il faut, c'est que ces dérapages restent marginaux. Il faut travailler sur la masse, sur le plus grand nombre. Et si on, déjà, sur le plus grand nombre, on renforce cette fonction comportementale de l'éducation au niveau des écoles primaires et maternelles relevant de la municipalité, au bout de quelques années, ça commencera à porter ses fruits. Vous avez évoqué ensuite la question de l'immigration. Je vais vous en parler parce qu'à Marseille, c'est un sujet qui alimente certaines campagnes électorales et auquel une grande partie de notre population est sensible. Marseille, vous savez, c'est une ville où on a parlé grec jusqu'au Xe siècle. C'est une ville qui s'est faite par des vagues successives. Et d'ailleurs, on le voit bien, même parmi les élus, parmi ceux qui prétendent devenir maire de Marseille, il y a des gens qui ont au moins un parent ou un grand-parent étranger. Un tel, un arménien, un autre un italien, un autre un espagnol, etc. Je ne cite personne, mais enfin, vous savez peut-être de qui je parle. Bon. Alors, voyez-vous, pour ma part, j'avais une mère tourangelle, un père lyonnais, excusez-moi. C'est comme ça. Mais en revanche, j'ai 6 enfants, mais mes 6 enfants, je les ai tous eus avec une femme latino-américaine. J'ai donc là aussi une certaine ouverture d'esprit, si je puis dire. Et je crois qu'il est très important d'aborder cette thématique de l'immigration avec un peu d'ouverture d'esprit. Mais il faut aussi être réaliste. Nous avons à Marseille une situation économique qui est très difficile. Et nous devons donc veiller à ne pas ajouter de la misère à la pauvreté. Or, que constatons-nous? Aujourd'hui, nous avons 2 catégories d'immigration. Nous avons une immigration qui est légale, c'est-à-dire que ce sont des gens, comme j'ai été consul général de France, je connais le sujet, chère madame, je délivre 93 000 visas par an à Tunis. Nous avons une immigration légale. Ce sont des gens qui se présentent dans des consulats, qui présentent des dossiers, qui répondent à tous les critères. Si ces critères sont mauvais, madame, ce n'est pas le maire de Marseille qui peut le changer. Il faut que le Parlement prenne ses responsabilités. Être élu au Parlement, c'est sympathique. Prendre ses responsabilités de parlementaire, c'est une autre histoire. Mais si ces critères sont mauvais, il faut les changer. En tout cas, dans le contexte des critères actuels,
Les gens se présentent, respectent les lois françaises et entrent en France dans le respect des lois françaises. Et puis, il y a une immigration qui, pour des raisons diverses, s'est présentée aux frontières de l'Europe. L'Europe n'a pas voulu voir ce qui se passait, ou a fait semblant de ne pas le voir, ou a fait semblant de ne pas comprendre. Mais, dans les 3 semaines qui ont suivi le départ de Ben Ali en Tunisie, le 14 janvier 2011, dans les 3 semaines qui ont suivi le départ de Ben Ali pour l'Arabie Saoudite, il y a plus de 30 000 Tunisiens qui sont arrivés à Lampedusa. Et d'ailleurs, je vous signale que dans le printemps arabe, comme on dit, on a ouvert toutes les portes des prisons. Ah, en Tunisie, il y avait 10 000 prisonniers en Tunisie, dont quelques Français d'ailleurs. Pas forcément sympathiques, y compris les assassins. Il y avait 10 000 prisonniers. Ils se sont tous égayés dans la nature. 2 millions qui sont partis. Donc, là, l'Europe n'a pas été capable d'utiliser ces dispositifs de frontières communes et de gérer l'espace Schengen. C'est un constat, c'est une réalité. Du coup, un ensemble de gens sont arrivés ici, venant de divers horizons, et souvent d'ailleurs dans des conditions de dénuement total, alors qu'ils se regroupent sur une demi-douzaine de grandes villes de France prioritairement, dont Marseille, qui n'a pas les moyens de les accueillir au-delà de certains seuils. En conséquence, nous sommes effectivement en train d'ajouter à la pauvreté de Marseille, la plus pauvre des grandes villes de France, une misère importée. Ça risque de finir très mal. Alors ça fait peut-être les affaires de M. Ravier qui peut là-dessus broder, pérorer, etc. et engranger des voix. Mais en pratique, ça peut finir très mal. Or là, la question n'est pas de la responsabilité des maires. La question est de la responsabilité du gouvernement français. Si l'Europe n'est pas en mesure d'assurer sa fonction de protection de l'espace Schengen, de faire respecter sa frontière commune, il faut au moins que le gouvernement français essaie de faire respecter l'intégrité de son territoire. Il faut en particulier que les maires des 6 ou 8 grandes communes de France concernées par le phénomène exigent du gouvernement français un plan national d'accueil et de répartition de cette immigration-là. Nous avons 36 000 communes en France. Pourquoi tout le monde devrait-il se répartir dans une demi-douzaine? Pourquoi les préfets ne reçoivent-ils pas l'instruction de gérer un plan départemental de répartition de ces populations? De manière d'ailleurs à favoriser une intégration plus aisée, parce que, croyez-le bien, soyez-en persuadés, ces gens ne repartiront jamais. Ils repartiront à la marge. Il y a peut-être 2 ou 3% de gens qui, un jour ou l'autre, décideront d'aller finir leur vie sur la terre de leurs ancêtres. Mais la plupart resteront chez nous. La question, c'est donc, puisque ces gens resteront chez nous, comment s'organise-t-on pour que ces gens deviennent français? Parce que les étrangers peuvent devenir français. Tout à l'heure, j'ai parlé sur la place Castellane avec des couleurs d'affiches. Je ne dirais pas pour qui il collait les affiches. Il y avait un type comme ça, ancien légionnaire, brésilien. On s'est mis à parler en portugais avec lui, il était tout sourire, tout content. Yves, tu as évoqué tes belles années, Rio de Janeiro, les Cariocas, etc. D'accord. Et le résultat de tout ça, c'est que ce monsieur, légionnaire, lui, il était prêt à se faire trouver la peau pour notre pays. Est-ce que nous sommes prêts à nous faire trouver la peau pour notre pays? Lui, oui. Ça veut dire qu'il y a des étrangers, tu vas voir, voilà. Il y a des étrangers qui sont capables d'aider la France au point de risquer leur vie pour elle. Donc, il est important de bien comprendre que l'immigration en tant que telle, en France, n'est pas un danger si on sait la gérer, si on a le courage de la gérer avec réalisme, en nommant les choses par leur nom. Si on n'ose même pas nommer le problème, si on n'ose pas prendre les décisions qui s'imposent, si on n'ose pas faire en sorte que les lois de la République soient respectées par cette immigration, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais. Je vous signale d'ailleurs que les gens qui vont au consulat demander leur visa respectent les lois de la République avant même d'arriver sur notre territoire. Tandis que ceux qui entrent clandestinement, par principe, ne les respectent pas.
Donc nous avons, voyez-vous, une question là qui est en réalité une question nationale. Mais ce n'est pas parce qu'elle est gouvernementale que les maires doivent s'en désintéresser en disant que ça ne me concerne pas. Au contraire, les maires des principales villes de France concernées, quelle que soit leur étiquette, doivent se liguer, s'unir, aller voir le ministre de l'Intérieur, aller voir s'il le faut le président de la République, pour dire maintenant ça suffit, on arrête les lâchetés et on organise la gestion de ces flux sur l'ensemble de notre territoire. Peut-être que dans une ville de 500 habitants, on ne pourra pas accueillir en plus d'un ou deux immigrés, de ces gens-là qui arrivent comme ça de cette manière. Et peut-être que dans une ville de 6 000 ou 8 000 ou 15 000 habitants, on peut en mettre un peu plus. En tout cas, on peut éviter qu'ils se concentrent tous sur quelques points de focalisation, comme c'est le cas par exemple à Paris. Si vous allez dans le 19e ou à la limite du 9-3, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. C'est même indigne. C'est indigne. Comment peut-on se résigner à entasser des gens de cette façon dans la rue, sous des bâches? Enfin, franchement, c'est ça la France? Comment voulez-vous qu'à l'extérieur, on conserve pour notre pays, qui par ailleurs a pas mal périclité, comment voulez-vous qu'à l'extérieur, on conserve pour notre pays l'admiration qui peut nous servir et défendre nos intérêts? Hein? Quand on montre des choses comme ça à la télévision. Voilà. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel il faut faire preuve de pragmatisme, mais en même temps où les maires doivent exiger du gouvernement qu'il prenne ses responsabilités. Ou alors il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités à Bruxelles pour exiger des Européens qu'ils fassent ce qu'il fallait, et c'est faisable, pour bloquer la frontière de l'espace Schengen, ce qui n'a pas été fait. En tout cas, pas en temps voulu. C'est tellement vrai que les fameux haragas, comme on dit en arabe, les fameux voyageurs clandestins qui partaient de Zarzis ou de Sousse en direction de Lampedusa et l'île italienne, se sont vus délivrer par M. Berlusconi à l'époque des laissez-passer valables mois. Berlusconi, qui est tout sauf un imbécile, avait compris le truc, il leur donnait les laissez-passer valables mois, le temps qu'ils traversent l'Italie pour partir vers l'Allemagne et vers la France. Voilà la gestion européenne du dossier à cette époque. Peut-être une autre question, parce que vous savez qu'à 8h, il faut que nous évacuions. C'est 19h42, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Merci. Jean-Jacques Stampini. Je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du rapport de la sénatrice Nathalie Goulet concernant la fraude sur les prestations sociales en France, qui génère à peu près 14 milliards d'euros par an en France? Oui. Je voudrais savoir d'abord quel est votre avis. Est-ce que vous soutenez ça? Parce que depuis quelques années, c'est remis chaque fois sur les bancs du Parlement et c'est remis au calendes grec, on parle des Grecs tout à l'heure. Juste une autre deuxième question. Dans le cadre, puisqu'on est dans le cadre d'essayer de récupérer et de trouver les économies où on doit les avoir, en parlant des prestations, mais en parlant de l'éducation, est-ce qu'au niveau communal et au niveau d'un maire, est-ce qu'il a la possibilité de s'investir, mais surtout d'intervenir sur des prestations sociales, familiales? Le côté privé, on ne peut pas, l'éducation, on ne peut pas intervenir, mais par contre, on peut agir sur des familles qui ne respectent pas l'espace public ou l'esprit républicain lorsqu'on touche des allocations qui nous paraissent, alors vous allez dire, je mets de la misère à la misère. Mais encore faut-il que ce ne soit pas un appel que pour des prestations sociales et non pas pour une éducation nécessaire à une vie dans une commune républicaine. Alors, sur le rapport Goulet, je voudrais rappeler que je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Pas encore. Je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Je me concentre sur les affaires de la ville de Marseille. Et bien entendu, la fraude
sur les prestations sociales, les couvertures médicales, etc., est connu depuis longtemps. De nombreux gouvernements, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique, ont fait semblant de ne pas la voir, ont voulu regarder ailleurs, et c'est une réalité. C'est un énorme problème auquel nous sommes confrontés. Et d'ailleurs, là aussi, mon expérience de conseiller général m'a permis de voir un certain nombre de choses. Hein? On voit arriver, par exemple, des dossiers dans lesquels l'assistance publique, l'hôpital de Marseille, réclame le paiement de telle ou telle opération, telle ou telle intervention médicale, tel ou tel examen, etc. Le réclame, et évidemment, on ne va jamais revenir l'argent. Hein? Bon. Donc, ça peut atteindre des sommes colossales. Je ne vous dis pas combien, et je ne vous dis pas dans quel pays. Mais je peux vous dire qu'elle ne va tomber à la renverse. Bon. Sauf que c'est effectivement un problème national. Cependant, l'assistance publique aux hôpitaux de Marseille, ça dit bien hôpitaux de Marseille, ça ne dit pas hôpitaux de Nantes ou de Strasbourg. Le maire doit être présent personnellement au conseil d'administration de l'assistance publique aux hôpitaux de Marseille. Il ne doit pas y déléguer un collaborateur quelconque. Le maire doit être présent. Il doit s'impliquer davantage dans l'affaire de la santé publique à Marseille. Il doit s'intéresser au dispositif de santé publique à Marseille. Il doit éviter qu'on ait une multiplication d'équipements similaires qui coûtent les yeux de la tête, n'est-ce pas, dans de multiples hôpitaux, au lieu de les regrouper de manière thématique sur tel ou tel hôpital, en les spécialisant un peu, pour éviter des doublons. Ou pour éviter qu'on ait un suréquipement financé par les assureurs sociaux et par les finances publiques. Donc, dans l'assistance publique aux hôpitaux de Marseille, il y a une implication nécessaire de la mairie, qui inclut aussi la surveillance de ce genre de choses. Dans les grands hôpitaux marseillais, publics, les privés font ce qu'ils veulent. Mais dans les grands hôpitaux publics, il faut avoir l'œil là-dessus. Il faut avoir l'œil, détecter les cartes vitales qu'on se repasse de main en main, les documents d'identité qui sont assez usagés, tellement usagés qu'on ne sait plus très bien qui est sur la photo, etc., etc. Alors, on va dire, oui, mais attendez, la dame qui est à l'accueil au guichet, là où on vient se présenter, s'inscrire, répondre à un questionnaire, elle n'est pas fonctionnaire de police, cette grande dame. Elle est là, employée de l'assistance publique au hôpital de Marseille. Son rôle n'est pas de faire un travail de police. On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais la police municipale, elle ne peut pas aller de temps en temps faire un sondage, elle ne peut pas regarder un peu les papiers, poser quelques questions. Qu'est-ce qui les empêche? La loi? Pas du tout. La loi ne l'interdit pas. Ça veut dire qu'il faut au moins procéder par sondage pour avoir une fonction dissuasive. Vous ne serez pas en mesure de tout détecter. Mais si vous commencez à faire des sondages dans les hôpitaux de Marseille, dans les hôpitaux publics de Marseille, ça finira par se savoir. Et ça risque de décourager un certain nombre d'entreprises frauduleuses. Ou en tout cas de les rendre plus difficiles. Voilà comment je vois la chose dans ce domaine-là. Alors vous allez poser une deuxième question. La prestation, je dirais, locale sur des familles, oui. Et je dirais que depuis des dizaines d'années, on appelle ça ici à Marseille, comme en France, mais surtout à Marseille, la paix sociale. Oui, oui. La paix sociale, c'est d'ailleurs l'habillage parfait de toute une lâcheté. C'est ça? Bon. C'est ce qui permet de ne rien faire. Hein? Voilà. Mais la paix sociale, en réalité, quand on l'acquiert de cette manière-là, on l'acquiert au détriment de la République, au détriment de la devise de la République, au détriment des institutions. Et en réalité, on décrédibilise nos institutions. Donc, dans les prestations que vous évoquez, il y a des prestations qui sont d'ordre national. Mais il y a aussi un certain nombre de prestations qui sont locales. Par exemple, les attributions d'HLM. Les attributions d'HLM,
Je signale d'ailleurs qu'en matière d'attribution d'HLM, Projet Marseille est favorable à la commission d'arrondissement qui aurait un droit de regard sur les dossiers d'attribution d'HLM. Parce qu'aujourd'hui, les attributions d'HLM se font souvent sur des bases de critères plus ou moins occultes, de copinage ou de contrepartie politique, alors que les citoyens devraient avoir le droit, à travers un comité de citoyens élus par tirage au sort, d'examiner avec le maire du secteur et la mairie du secteur les dossiers de demande de logements sociaux. Ça éviterait peut-être des abus que nous connaissons tous. Mais sur ces prestations qui sont des prestations d'origine municipale, la municipalité peut très bien prendre les ciseaux et couper quand elle estime opportun. Ne serait-ce qu'à des fins pédagogiques ou à des fins dissuasives. C'est un peu autocratique comme méthode, mais ça peut marcher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en aurais une si vous voulez bien. Je suis très sensible à l'idée que la culture, dans notre projet, puisse faire un lien entre le nord et le sud. Voilà. Mais en tous les Marseillais. Oui. Mais concrètement, comment vous voyez les choses? Parce que j'ai du mal, moi, à me faire une idée de la façon dont vous pouvez appliquer ce principe de culture, qui est une excellente idée pour moi. Alors, si vous avez quelques exemples. Oui, en 30 secondes. Quelqu'un un jour a écrit « Ah, Pinard, le candidat qui veut déménager l'opéra aux Égalades. » Non, l'opéra, il est très bien là où il est, le bâtiment est magnifique, tout ça, on ne va pas y toucher. Mais en revanche, l'orchestre de l'opéra pourrait peut-être, en contrepartie de la subvention importante que la mairie verse chaque année, participer à ce projet municipal de circulation de la culture. Et on pourrait très bien imaginer que de temps en temps, l'opéra se produise en dehors de la fosse commune, de la fosse orchestre. Magnifique, magnifique lapsus. Se présente en dehors de la fosse d'orchestre. D'ailleurs, voyez-vous, il pourrait commencer par se présenter devant l'opéra. Une fois dans l'année, concert public, devant l'opéra, sur la place. Parce que quand vous allez à l'opéra, vous payez 40 ou 60 euros. Combien de Marseillais sont en mesure de payer 40 ou 60 euros, surtout s'ils vont en couple, pour assister à un opéra, ou pour écouter un concert? Une fois dans l'année, concert gratuit de l'Opéra de Marseille sur la place de l'Opéra. Ça aurait de l'allure. Michel, est-ce que développer la police municipale? Oui. Michel, est-ce que je peux donner l'exemple de l'OM 1314? On était avec, pour une petite anecdote, on était avec Michel, donc dans le 1314, l'arrondissement dans lequel je me présente, et il voit un très beau stade, effectivement, on a des beaux stades parce qu'il y a la faculté. Et Michel me dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas venir les têtes et l'affiche de l'OM sur ce stade? Et ça ferait venir des gens dans le quartier. Donc moi je suis allé plus loin, j'ai dit, ok, ça c'est super. Et ensuite, on organise une espèce de tagine géant ou couscous géant. Alors sans porc, pour que les gens de confession musulmane puissent se joindre aux autres, mais pas halal. Parce que oui au partage, oui au brassage, oui à la fusion des cultures, mais non à l'intégrisme religieux. Voilà ce qu'on a proposé dans le 13-14, si vous voulez des exemples tangibles de projets culturels et de partage. Je continue un petit peu sur le thème. Je continue un peu sur le thème culturel. Donc, vous voyez quel est le Canada. Je veux dire, ici nous avons des institutions, des lieux qui sont très bien, qui peuvent accueillir des spectacles, qui peuvent accueillir des concerts, des présentations de danse, etc. Bon. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer d'avoir un jour des danses asiatiques sur l'esplanade de la Major? Pourquoi ne pas avoir un jour une démonstration de l'École nationale de danse au centre littoral, Grand Littoral? Pourquoi ne pas écouter peut-être des chants de musique religieuse chahabi dans un établissement religieux marseillais? Pourquoi pas des chants juifs dans le 3e arrondissement? Et puis peut-être de la musique asiatique au Parc Borély, etc. L'idée, c'est que nous puissions faire circuler la culture en dehors. Je veux une culture hors les murs, pas seulement à l'intérieur des institutions. C'est très bien le théâtre Toursky, c'est très bien, l'École nationale de danse, c'est parfait, je connais ces institutions, mais pourquoi ne pas montrer de la danse à des petits jeunes qui vivent dans des cités, des quartiers où on n'en voit jamais?
où ils n'auront jamais, eux, les moyens d'aller voir le lac des Cygnes à l'Opéra. Donc la culture doit pouvoir circuler sur l'ensemble de notre ville, et ça doit nous aider à nous rapprocher et à mieux nous comprendre. Le sport, c'est pareil, hein. Effectivement, l'OM, vous savez que l'OM, tiens, d'ailleurs ce soir, Hugo et l'Angleterre qui vont gagner, l'OM, ça coûte bonbon pour la municipalité. Mais au moins, en échange de ce que la municipalité verse pour le club, peut-être, le club pourrait-il s'associer à cette action en utilisant, il a commencé à le faire, il pourrait peut-être développer cela pour que des vedettes de l'OM, de temps en temps, sortent du stade et de leur centre d'entraînement habituel pour aller animer une petite séance de tir au but avec des jeunes dans un quartier. Rendez-vous compte, pour un jeune de 10 ans, 12 ans, qui regarde les matchs uniquement à la télévision parce qu'il n'a pas les moyens de se payer d'entrer au stade, voir arriver dans son quartier, sur le stade du quartier, deux vedettes de l'OM qui organisent des séances de tir au but, c'est génial. Voilà. Ce sont des choses relativement simples et qui peuvent être très utiles. Et juste une dernière petite chose, c'était une idée que j'avais eue et que j'avais proposée au département des Bouches-du-Rhône, c'était de filmer des opéras en réalité virtuelle, avec des caméras de ce type, et ensuite de permettre de les diffuser à l'aide de casques de réalité virtuelle dans des quartiers peut-être un petit peu défavorisés, qui n'ont pas les moyens de se permettre une place à l'opéra, mais qui ont tout à fait les moyens d'autoriser les services de la mairie de faire une petite diffusion gratuite pour peut-être prendre goût à ce genre de spectacle et à faire du mélange, du brassage et du partage. Il reste 4 minutes. Je m'étonne que personne n'ait parlé des Jeux Olympiques. Moi, je vais vous en parler. Pardon ? Donc, j'avais également une question à vous poser. Vous parliez tout à l'heure de redorer l'image de Marseille. Oui. Et bien sûr, tout est lié. Et je pensais plus particulièrement à l'habitat. À quoi ? À l'habitat. Oui. L'habitat. Ah oui. Ouais. Donc, lorsqu'on est malheureusement pris dans des embouteillages et qu'on observe les façades d'immeubles anciens, vétustes, qui ne sont pas forcément occupés par des habitants, on est quand même navré de voir que ces immeubles, qui ont probablement des propriétaires, restent ainsi inoccupés et franchement dégradent véritablement l'image de Marseille. Qu'est-ce que vous proposez pour que ces immeubles, qui sont vraiment des plaies dans notre ville, dans une partie du centre-ville de Marseille, qu'est-ce que vous proposez pour que ces immeubles, qui sont inhabités, vétustes, qui ne sont pas habités, retrouvent leur fonction et ne salissent pas comme ça l'image de Oui, on se rapproche là du thème de l'habitat insalubre. À Marseille, on a fait du ravalement de façade, subventionné d'ailleurs par les contribuables. Et en général, les immeubles qu'on ravale ne sont pas nécessairement parmi les plus miteux, les plus miséreux. En réalité, la priorité, ce n'est pas le ravalement de façade, c'est surtout la restauration intérieure. Mais il y a des immeubles qui sont, comme vous le dites, abandonnés pour des raisons diverses, qui se dégradent, qui deviennent des verrues en centre-ville. Là, la mairie a un droit de préemption. Je voudrais, sur ce sujet, peut-être demander un commentaire à quelqu'un qui connaît un peu la problématique de l'immobilier à Marseille et de ces questions qui peuvent se poser sur le sort de ces copropriétés en déshérence ou à l'abandon. C'est maître Nicolas Jolakian, s'il veut en dire un mot. Oui, sur la fiscalité aussi, qui peut dissuader les gens de faire les travaux nécessaires. Très succinctement, oui. C'est effectivement, ça a été voté maintenant, la mairie a accepté de subventionner les ravalements de façade. Ça, c'est une question importante. C'est vrai que les ravalements de façade, ça fait très longtemps que ça devait être réalisé. Et ça fait que quelques années, finalement, ça a été décidé par la mairie. Donc ça, c'est une chose importante. Moi, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à me lancer aussi en politique, c'est de voir la manière dont c'est géré tout ça, parce que la mairie en 2019 a découvert des périls. Avant les problèmes de la rue d'Aubagne, il y en avait moins de 10. Depuis, il y en a 200. C'est une bonne découverte. Ils ont découvert le permis de louer. Le permis de louer, c'est une loi qui date de 2014 quand même. Aujourd'hui, ça y est, maintenant, ils ont décidé que sur certains secteurs de Marseille, avant de pouvoir mettre en location, il fallait quand même que l'habitat soit salubre. Donc, ils l'ont instauré sur certaines parties, donc ça touche quand même le droit de propriété, donc ça fait partie aussi du projet de dire on ne va pas le faire sur l'ensemble de la ville, on ne va pas accentuer
ce permis de louer-là, mais c'est quand même un moyen important pour que l'habitat insalubre change. Il y a le rabattement de façade. Votre question, c'était plus sur les logements qui sont vides. Le logement vide, comment faire? On a d'abord le droit de propriété, bon, ça c'est un droit légal français, on ne peut pas interdire aux gens de garder leur logement libre. Maintenant, il y a quand même une taxe sur les logements vacants qui fait que on incite un petit peu plus les gens à mettre en location plutôt que de garder le bien en les taxant. Il faudrait peut-être que cette taxe sur le logement vacant soit un petit peu plus importante, mais ça c'est du domaine national aussi, hein, c'est du domaine du gouvernement et pas du domaine de la mairie. Au niveau de la mairie, par contre, il y a peut-être des décisions qui peuvent être réalisées, parce qu'on a un gros problème dans Marseille, dans le centre-ville, c'est notamment les rez-de-chaussée. Parce que ce qu'on voit quand on passe en centre-ville, maintenant, c'est quand on passe dans la rue Saint-Fériol, c'est catastrophique. La moitié des commerces ne sont plus loués, les locaux sont vides. Il y a des logements vides, il y a des locaux commerciaux qui sont vides, on n'a vraiment plus envie d'aller se balader dans le centre-ville, en fait, honnêtement. Donc là, par contre, il y a plus une question qui peut relever du domaine de la mairie de Marseille, qui fait partie aussi du programme, qui est de dire notamment pour les locaux qui sont en rez-de-chaussée, est-ce qu'on ne peut pas dire à ces propriétaires-là, au bout d'un certain nombre d'années, si ce logement, si ce local n'est pas reloué, il faut pouvoir l'utiliser. Et donc dans ce cas-là, imposer le fait que les locaux de rez-de-chaussée soient transformés en habitation, notamment pour les personnes handicapées. Ça peut être une solution très intéressante, mais on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Ça, on touche encore une fois au droit de propriété. Donc le seul moyen pour la mairie, c'est le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est la possibilité pour la mairie de racheter le local, dans la mesure où le propriétaire décide de le vendre. Donc on ne peut pas le réaliser tout de suite, hein, il faut être honnête, on ne peut pas dire aux gens aujourd'hui, on passe à la mairie de Marseille, on va dire aux gens, tous les locaux de rez-de-chaussée, on va les racheter, déjà ça coûterait plus cher, et on ne pourrait pas le faire de manière immédiate. Par contre, on peut lancer cette information-là, dire attention, si le logement il est inoccupé au moment de la vente, et qu'on constate que ce logement-là, ça fait longtemps qu'il est, on peut le demander à racheter. Et le droit de préemption ne s'applique pas forcément sur le prix de vente. On peut faire un avis des domaines, il y a certaines personnes qui essaient d'y échapper. On ne peut pas y échapper en réalité. Donc la mairie, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus consciencieuse par contre, parce qu'il y a beaucoup de locaux qui devraient être d'ailleurs déjà préemptés qui ne le sont pas, parce que les droits de préemption, parce qu'il n'y a pas assez de personnes à la mairie pour s'en occuper, parce qu'ils ne vérifient pas, parce qu'ils ne savent pas exactement où il faut préempter ou pas préempter. Donc maintenant il y a des copropriétés où préemptent des immeubles, pas la copropriété entière, parce qu'ils prévoient un projet d'urbanisme dans 10 ans mais qui n'est toujours pas approuvé dans les PLU. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc il faudrait un petit peu uniformiser tout ça, pour que, au moyen des droits de préemption notamment, on puisse déjà au moins préempter certains locaux dans le centre-ville, notamment de Marseille, pour les transformer, ça c'est une idée de Michel Pinard, en habitation, notamment pour les personnes handicapées. C'est une des solutions, mais après il y a d'autres techniques, mais il faut les faire sur le long terme. On ne peut pas imposer aux gens tout de suite de transformer ces locaux-là. Merci Nicolas, merci. Voilà. Je veux importe que nous arrivions à la fin de notre réunion. Je suis un peu étonné que personne ne m'ait posé de questions sur les Jeux Olympiques de 2024. Hein, voilà. Oui. J'ai une question qui est plus large que les Jeux. Un microphone. Peut-être ma question tombera à plat parce que je manquais malheureusement au début de la réunion. Mais vous avez dû expliquer que vous avez une expérience internationale assez grande. Et Marseille, qui a un potentiel formidable, souffre sans doute d'une insuffisance d'ouverture vers le monde et n'exploite pas suffisamment ses potentialités. Donc là, donc, les Jeux peuvent s'inscrire dans ce contexte, et qu'est-ce que vous entendez faire pour l'ouverture de Marseille, son développement économique? J'ai dit valoriser le potentiel maritime de la ville au niveau international. Nous avons parlé de valoriser les connexions, les autoroutes de l'information qui se connectent sur la zone de Marseille, et notamment dans le secteur très couru au niveau mondial des jeux vidéo, des compétitions de jeux vidéo. Nous avons parlé de développer les hautes technologies, non pas en créant de nouveaux incubateurs de start-up, mais en utilisant les locaux disponibles. Nous avons souligné la nécessité de promouvoir Marseille dans les salons et les foires internationaux. Nous avons mentionné aussi un autre élément, nous ne l'avons pas mentionné mais je le fais, c'est aussi la promotion de Marseille à Bruxelles, à l'Union européenne,
C'est extrêmement important. Vous savez que l'Union européenne dispose de crédits considérables, de financements considérables pour le développement économique. Marseille reçoit des cacahuètes. Il faut avoir une politique européenne de Marseille pour capter au bénéfice de notre ville et de ses habitants les financements européens qui partent aujourd'hui massivement vers le Portugal, la Pologne, la République tchèque, etc. Évidemment, il faut y aller en parlant autre chose que le Marseillais, à Bruxelles si possible. Il faut pouvoir parler avec les fonctionnaires de la Commission européenne. Et si on se met au travail, ça peut donner des résultats excellents. Nous avons donc toute une gamme d'instruments qui peuvent permettre d'améliorer l'image de Marseille à l'international, et les Jeux Olympiques en sont un. Les Jeux Olympiques, c'est regardé par un monde fou. C'est colossal. Ça dépasse largement le milliard de téléspectateurs, milliard et demi de téléspectateurs. Donc c'est une occasion phénoménale. À Marseille, en 2024, nous allons accueillir quelques équipes de football, quelques épreuves de football, et nous allons recevoir la partie des sports nautiques. Il faut qu'à cette occasion, tous les Marseillais se mettent au travail pour que cette opération soit parfaitement réussie et pour qu'on ait autour de la planète une vision attrayante, valorisante de notre ville. Un élément très important, la charte olympique oblige à créer un village olympique. Eh bien, ce village olympique, on envisage actuellement de le mettre dans un hôtel qui appartient à une chaîne hôtelière thaïlandaise, qui est l'ancien hôtel Concorde. Au prix fort, évidemment. Moi, j'ai une toute autre solution. On fait d'une pierre plusieurs coups. Le village olympique, on l'installe sur le périmètre de Château. Quand les Jeux olympiques sont terminés, ce village olympique, ce bâtiment de village olympique est transformé en résidence universitaire, parce qu'il en manque à Marseille. On profite de l'occasion pour remettre la foire internationale de Marseille au niveau d'une vraie foire internationale, et pas au niveau d'une foire, disons, de deuxième rang, comme c'est le cas actuellement. Ça veut dire qu'il faut déterminer avec la société de la foire internationale de Marseille un projet de réaménagement et de modernisation de cet espace. Accessoirement, d'ailleurs, on en profite pour refaire aussi le petit jardin public, qui est un état de délabrement qui donne envie de pleurer. Et pendant les Jeux Olympiques, vous reliez la base nautique de la plage, vous la reliez à la cité, au village olympique, par le tradeau. C'est 3 minutes avec des navettes électriques qui font des allers-retours en permanence. Vous avez quelque chose qui peut avoir beaucoup d'allure, qui peut fonctionner parfaitement, qui peut nous permettre de profiter des Jeux Olympiques pour donner une très bonne image de notre ville et pour contribuer à cette dynamisation de Marseille par le relais international. Alors j'ai entendu les... Bravo Michel, bravo. Voilà. Excuse-moi, juste sur le coup des navettes électriques, je sais que vous allez me dire, tu vas me dire, oui, tu as acheté des actions Google et tu veux les valoriser. Pas du tout, je ne suis pas actionnaire de Google. Mais si Google était sur la ville de Marseille, on pourrait en profiter pour inventer avec eux le Google Bus, qui pourrait être une navette autonome qui amène les spectateurs des Jeux Olympiques d'un site à un autre. Voilà. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est une tâche enthousiasmante, à bien des égards, c'est une tâche enthousiasmante. Si nous étions rentrés dans le détail des propositions auxquelles nous pensons, évidemment, nous en aurions eu pour des heures. Nous avons un site internet, projetmarseille.fr, qui vous permettra de voir justement quelles sont nos propositions. Vous verrez qu'il y a des propositions qui sont certes ambitieuses, un peu complexes, éventuellement coûteuses, et d'autres d'une simplicité extrême. On se demande même pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre depuis 20, 30 ou 40 ans. D'accord ? Faites-le, regardez ça. Si ça vous intéresse, parlez-en autour de vous. Si vous souhaitez soutenir Projet Marseille, vous pouvez aussi soutenir Projet Marseille, y compris financièrement. Ce n'est pas interdit, au contraire, toutes les contributions sont bienvenues et sont déductibles, au moins en partie, sur le plan fiscal. Il faut rappeler que nous sommes une formation qui ne s'appuie pas, qui n'est pas adossée à la structure lourde, riche et puissante d'un parti traditionnel, n'est-ce pas? Et donc nous avons en fait assez peu de moyens. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ok? Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir au Chambord pour partager avec nous ce projet Marseille que nous aimerions voir réalisé. Comprenez en tout cas que pour ce qui me concerne, je ne suis pas en train de chercher l'assouvissement d'une ambition personnelle. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas d'ambition personnelle. Mais j'ai une ambition démesurée. Démesurée pour notre ville.
Merci. On va les aider et puis on reprend.